regardé un film d'horreur l'autre jour, un film fantastique. Je m'attendais à ce que ce soit un film de science-fiction. La description, c'était une affaire de nazis, puis de tout ça. Fait que je pensais que ça allait être un peu dans le style They Saved Hitler's Brain ou Boys from Brazil. Puis finalement, c'était pas ça du tout. C'était une histoire d'Antéchrist essentiellement. C'était l'histoire d'un gars qui a fait un pacte avec Satan, ou c'est Satan lui-même, peu importe. Ça s'appelle The Nightmare Never Ends. J'en parlerai pas vraiment sur la chaîne aujourd'hui, mais ça me fait penser au film d'aujourd'hui, qui est Destination Moon de 1950 de Irving Pichel, je pense qu'il s'appelle. C'est une production de George Pal. Et pourquoi je fais le rapprochement entre les deux? Parce que quand j'ai regardé mon film d'Antéchrist, là, j'ai été, à un moment donné, je me suis dit, écoutons, c'est-tu un film chrétien, ça? Puis ce que j'appelle chrétien, c'est chrétien dans le sens de film chrétien, dans le sens de chrétien des États-Unis, qui est essentiellement, du point de vue de moi qui n'est pas états-unien, de la folie furieuse, là. Excusez de le dire, OK? Mais quand on voit des produits culturels chrétiens, là, soi-disant chrétiens, des Christian movies, c'est absolument déconcertant, le contenu. On a vraiment l'impression, en regardant ça, que les gens vivent complètement sur une autre planète, parce que les cadres de référence sont différents. Puis pour les gens qui produisent ces œuvres-là, puis les gens qui les consomment, ben c'est le cadre de référence normal. Mais quand tu n'es pas dans ce cadre-là, ça a l'air complètement absurde, là, les affaires qui sont mentionnées là-dedans. Puis, j'ai eu la même impression, à beaucoup de points de vue, en regardant Destination Moon, que j'ai quand même bien aimé. Mais la différence, c'est que c'est pas un film chrétien, c'est un film de droite. Puis, je vais y revenir. C'est ça le sujet d'aujourd'hui après ça. Mon petit bout de réflexion, là, ça concerne la gauche puis la droite, puis qu'est-ce que c'est réellement en vérité. Mais commençons par celui-là. Qu'est-ce que c'est Destination Moon? C'est l'histoire d'une expédition sur la Lune, essentiellement. Il y a eu une série de films comme ça dans les années début 50. Celui-ci, c'est certainement un des premiers. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on a un riche industriel qui est un très bon gars, puis avec ses copains industriels qui sont tous du vrai bon monde, drôles et intelligents, remplis de bonne volonté, et avec leurs copains scientifiques, ils décident, c'est ça, de lancer une expédition sur la Lune. Puis ils font ça parce que ils veulent pas que les Soviétiques, les Russes, qui sont jamais nommés, mais qui sont clairement l'ennemi là-dedans, là, ils veulent pas que les forces qui s'opposent à la liberté, n'est-ce pas, soient les premiers sur la Lune. Ils veulent aller sur la Lune pour y mettre des missiles. C'est ça le but de la mission. Puis nos riches industriels vont voir le gouvernement. Ils vont un peu à reculons parce qu'ils se doutent bien, j'imagine, de ce qui va arriver. Mais c'est ça, ils vont voir le gouvernement, puis ils leur disent, c'est ça, nous devons absolument aller mettre ce missile sur la Lune au nom de la liberté. Puis le gouvernement refuse. Parce qu'ils sont lâches. D'après. C'est ça, encore une fois, là, les jugements de valeur ici, c'est pas mal les jugements de valeur que moi j'ai reçus en regardant le film. C'est ce qui m'est expliqué, c'est ce qui m'est raconté. Okay? Par lâcheté, le gouvernement refuse d'aller sur la Lune, alors nos industriels décident d'un commun accord que ça va être moralement une bonne chose à faire et profitable, bien entendu, de lancer cette vaste expédition sur la Lune. L'entreprise privée, donc l'entreprise américaine peut réussir. Puis j'ai noté dans mes notes en prenant en écoutant le film, si vous voulez jouer à un jeu amusant, là, prenez une gorgée de fort à toutes les fois que quelqu'un dit l'entreprise privée américaine ou quelque chose comme ça. Là. Puis on va voir combien de temps ça vous prend avant de rouler sous la table, parce que ça revient vraiment tout le temps. Ils sont tout le temps en train de vanter les mérites là, de l'entreprise privée américaine, puis du savoir-faire de l'entreprise privée américaine.
Puis, c'est ça, au début, bon, leur première fusée explose, mais clairement, c'est parce qu'il y a eu du sabotage, parce que tous les plans sont parfaits, tous les calculs sont parfaits. Puis tout le long du film, c'est ça, il y a des accidents techniques, mais c'est généralement pas la faute du... c'est pas la faute des méchants soviétiques, d'habitude, c'est la faute des travailleurs. Il y en a un en particulier qui fait partie de l'équipage, puis c'est le comic relief, puis tout est de sa faute, essentiellement. C'est vraiment un demeuré complet, mais tous les autres membres de l'équipage, qui sont les industriels et le savant, eux le regardent avec affection et le genre d'affection qu'on a face à quelqu'un qui est complètement inférieur à nous, là. Ils sont hyper condescendants, c'est ça l'affaire. Mais bon... tout ça pour dire que c'est ça, ils créent leur fusée, puis malgré les oppositions constantes du gouvernement qui leur met des bâtons dans les roues par pure... pour aucune bonne raison. Et le mouvement environnemental, le ministère de l'Environnement, c'est essentiellement américain, vient les voir, puis dit « Vous n'avez pas de permis pour avoir votre fusée avec un moteur nucléaire. » Puis le film nous explique que c'est vraiment parce que c'est des imbéciles, parce que scientifiquement, c'est entièrement sécuritaire, une fusée expérimentale avec un moteur nucléaire. Clairement, il n'y a rien qui peut arriver de pas correct, puis on le sait parce que le savant puis le patron le disent. Donc, clairement, c'est vrai. Ils font ça, nous étions expliqués, parce que... j'ai-t-il expliqué parce qu'ils ont peur de la population. Ils font ça, encore une fois, par lâcheté. Mais bon, ça marche, leur fusée. Ils vont dans l'espace. Puis tout ça, c'est présenté de manière plutôt réaliste et documentaire. Puis je vais y revenir parce que c'est un des points que j'ai trouvé qui sont... un des trucs que j'ai aimé dans le film. Un des trucs intéressants. Un des points forts du film. Puis, c'est ça. Bon, ils ont le genre de pépins qu'on rencontre dans ce genre de film-là. Il faut qu'ils sortent à un moment donné de la fusée pour réparer quelque chose qui est brisé. Puis là, il y en a un qui se trouve à être propulsé dans l'espace. Fait qu'il faut qu'il le sauve, un peu comme dans 2001. Bon. Puis, c'est ça. Ils finissent par atterrir sur la Lune. Mais sur la Lune, finalement, ils ont eu des problèmes... à cause du prolo, là, à cause du travailleur. Bon, peu importe. Le fait est qu'ils ont de la misère à décoller. Il faut qu'ils lâchent du lest. Puis finalement, c'est encore trop... La fusée est encore trop lourde pour revenir. Fait que là, finalement, ils pensent qu'un de la bande, un des 4 astronautes essentiellement, c'est Industriel 1, Industriel 2, Savant et Prolo. Puis finalement, ils pensent qu'un de la gang va devoir se sacrifier. Puis évidemment, tout le monde déchire sa chemise pour décider qui va avoir l'honneur de se sacrifier. C'est ça, le savant, il veut se sacrifier parce qu'il est rendu vieux. Vous avez toute votre vie devant vous. Les industriels veulent se sacrifier parce que c'est... J'imagine que c'est parce que c'est leur mission à eux, ça fait que c'est leur responsabilité. Hein. Mais finalement, le prolo, pendant que les autres sont en train de se chicaner, sachant que tout est de sa faute, mettons que c'est rien que pour ça. Mais Mathilde, écoute, il sait qu'il est inférieur aux autres. Il le sait, là. OK, de cette manière qu'il se comporte, puis tout ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression, en regardant le film, que c'est en partie pour ça. Là. Il sait que c'est la chose à faire, parce que, bon... fait qu'il en principe, il se sacrifie, mais finalement, on trouve une solution avec la radio, là, le genre de Cap Canaveral, là. C'est ça. Finalement, une solution est trouvée pour permettre là, de produire plus d'énergie. Fait que finalement, notre brave travailleur est sauvé par l'ingénuité de ses patrons, en bonne partie. Grâce à l'ingénuité de ses... Voilà. Et, ben... Aïe, aïe, aïe. Fait que, c'est ça. Ils reviennent sur la Terre, tout finit bien. Bon. Je me rappelle pas si on les voit placer des missiles sur la Lune, ça, je me rappelle pas. Mais ce dont je me souviens, c'est que quand ils atterrissent sur la Lune, c'est ça, le héros, essentiellement,
prend possession de la Lune au nom des États-Unis pour tous les peuples libres de la Terre. Alors, la phrase exacte, je l'ai citée. C'est quoi? Les États-Unis prennent possession de la Lune pour le bien-être de toute la Terre. Voilà. 1950. Bon. Mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est à droite? Ben, vous l'avez peut-être deviné dans mon commentaire que j'ai entrelardé dans la description de l'histoire. Mais c'est pas rien que ça, c'est le ton général. Mais je vais y revenir, encore une fois, je vais y revenir dans un instant, parce qu'en fait, cette question-là, est-ce que c'est à droite ou pas, c'est hyper... c'est important et fascinant, d'après moi. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans le film? Ben déjà, c'est ça, j'ai pas mentionné, mais c'est un film de Robert Heinlein, écrit par Robert Heinlein, qui a aussi écrit le roman sur lequel le film est basé, le scénario est basé. Puis Robert Heinlein, évidemment, légende de la science-fiction, des romans de science-fiction. Moi, il a écrit Stranger in a Strange Land, puis un paquet d'affaires comme ça. Puis Starship Trooper. Puis c'est un auteur qui a la réputation d'être très à droite, là. Starship Trooper, quand ça a été adapté par Paul Verhoeven, Paul Verhoeven a dit c'est un livre carrément fasciste, là. Les seuls qui ont le droit de vote, c'est l'armée. Les seuls personnages vertueux, essentiellement, encore une fois, c'est les classes supérieures. Puis c'est vraiment une apologie là, du militarisme à outrance, là, Starship Trooper. Je ne l'ai pas lu, je suis très curieux de le lire. Mais c'est pour ça que Paul Verhoeven, quand il a fait le film, il a transformé le film en une comédie satirique où les savants sont carrément habillés en SS. Là. Bon, OK. Mais, c'est ça, c'est un auteur qui a la réputation d'être plutôt à droite, mais... il y a une forme de candeur certainement dans Stranger in a Strange Land, qui est le seul roman que j'ai lu de sa part. Puis il y a absolument cette candeur-là dans Destination Moon. C'est c'est furieusement réac dans ses a priori, dans ses positions, mais c'est très... joyeux, c'est ça, vraiment candide. Les gens sont essentiellement fins, bien intentionnés, tout le monde est bon. Nos fonctionnaires sont lâches, mais certainement, c'est ça, le patronat, les savants, tout le monde est content d'être là, de bonne humeur, fait de son mieux. Puis... c'est ça le climat, c'est pas le climat de la droite de style... c'est ça, le sénateur McCarthy, ou, c'est ça, Fox News, Ronald Reagan, les gens de George Bush fils, là, son équipe, ou les Rush Limbaugh, là, c'est ça, là, le William F. Buckley, là, l'intellectuel public de droite, Dennis Miller, généralement, il est extrêmement hargneux, en fait, là, quand on regarde. Puis ça aussi, c'est super intéressant pour un paquet de raisons. Puis pas forcément celle qu'on pense, incidemment, d'après moi. Mais il n'y a rien de ça là-dedans. C'est très, très, très... C'est ça, candide. C'est presque doux, là. Voilà. Puis c'est heureux, je dirais. Puis, c'est vraiment un portrait idyllique des rapports, entre guillemets, de classe, là, parce que c'est ça, les patrons puis les employés, tout le monde est heureux, tout le monde est content d'occuper la place qu'il occupe dans la hiérarchie sociale, tout le monde est entièrement conscient qu'il occupe la place qui lui revient de droit, par nature et par tempérament. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais c'est facile d'être heureux quand tu as tout ce que tu veux. C'est facile quand tu es le boss de dire que tout va bien, puis que tu gagnes sur toute la ligne. Bon, fait que c'est peut-être ça. Je ne sais pas pourquoi lui en particulier a ce ton-là, mais Robert Heinlein. Mais en tout cas, c'est le ton du film, puis ça fait plaisir à voir. Puis les a priori du film ne sont pas du tout les miens. Peut-être que vous avez remarqué ou deviné, mais
Non, ce ton-là est bon, puis c'est le ton de Georges Pal en général. Moi, les films de Georges Pal, j'aime toujours ça, en général. Ceux que j'ai vus, The Time Machine, par exemple, dont j'ai parlé rapidement récemment, à cause que j'ai lu le livre, là. Ben, c'est ça, les Georges Pal, c'est à ce côté-là, spectacle haut en couleur, grosse production, gros budget, mais c'est ça, il y a une forme de... C'est même dans la guerre des mondes, là, il y a une forme de bonheur ou une forme de naïveté sereine. Pas la naïveté péjorative, mais c'est ça, de candeur. Bon, c'est ça, j'ai mentionné Georges Pal, j'ai mentionné que c'est une grosse production, puis ça, c'est l'autre aspect. C'est ça, c'est un film à grand déploiement, avec des décors puis des costumes très bien réalisés pour un film de 1950. Dans l'aspect candeur, je mentionne aussi qu'il y a un dessin animé de 5 minutes de Woody Lepic dans le film qui nous explique la propulsion avec la fusée puis tout ça. Ça fait que ça vous donne quand même une idée du ton, là. OK? C'est un dessin animé qui est projeté aux astronautes, là, donc c'est ça. Mais dernier aspect que je vais mentionner dans les côtés positifs du film, là, puis je suis sûr qu'en cherchant, j'en trouverai d'autres, là, mais c'est le côté réaliste, essentiellement, clairement, de l'entreprise. Là, okay? Ça se veut un portrait réaliste de ce à quoi pourrait ressembler un programme spatial. C'est pas le seul film, encore une fois, de l'époque à faire ça. C'est un sous-genre un petit peu, là, qui contient un certain nombre de films. Mais on a clairement ça là-dedans. Puis, je n'ai pas vérifié si c'était le premier. Bon, je sais qu'il y a Frau Immund, là, excusez mon accent allemand, mais le film de Fritz Lang des années 20. Il y a un film, Le Voyage sur la Lune, qui date d'avant ça, mais dans les films plus... C'est ça. Il y a des aspects là-dedans du style, une illustration, par exemple, du côté très physiquement difficile de décoller, là, dans le sens où c'est une épreuve physique pour les astronautes, avec le visage déformé par la gravitation, là, quelque chose qu'on a revu plus tard. Mais on a ça là-dedans. Là. C'est vraiment une épreuve physique, là, presque surhumaine, le décollage là-dedans. C'est assez éprouvant. Puis, c'est ça, le phénomène de l'absence de gravitation, comment est-ce qu'ils traitent ça, c'est plutôt l'ensemble de l'entreprise fait plutôt réaliste. Ils ont voulu faire réaliste, la surface de la Lune, etc. Puis, il y a des détails là-dedans qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres subséquentes. Par exemple, ils ont des bottes aimantées pour marcher sur les parois. Ben ça, on a vu ça après. On a vu ça, par exemple, dans Tintin, là, quand ils vont dans l'espace. De mémoire, c'est ça qu'ils ont, là, des bottes aimantées pour aller... pour marcher là, dans leur fusée. Il y a aussi ils ont des scaphandres multicolores là-dedans. C'est le dernier détail que je mentionne pour le film en tant que tel pour l'instant. Ben c'est ça, les scaphandres multicolores, il y avait ça dans 2001 au-dessus de l'espace de Kubrick, là, évidemment. Puis ça m'avait toujours intrigué, ça. Parce que, bon, quand on pense aux scaphandriers dans 2001, en général, on a l'image mentale des scaphandres orange. Mais quand on est dans la baie, là, le hangar, où se trouve le genre de navette sphérique, là, puis les autres scaphandres, ben on voit d'autres scaphandres, puis il y en a d'autres couleurs. Puis quand j'étais petit, je regardais ça, puis je me demandais, mais pourquoi ces scaphandres d'autres couleurs? Puis il y a la même chose là-dedans, des scaphandres multicolores. Ben, c'est pour qu'ils puissent se reconnaître plus facilement dans l'espace, essentiellement. Par exemple, s'il y a des problèmes avec la radio, ben tu le sais que le bleu, c'est un tel, puis le rouge, c'est un tel. Puis j'ai fait « Ah, c'est super brillant, en fait. C'est vraiment une bonne idée. » Donc, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de petits détails comme ça. Fait que... Voilà. Fait que, ouais, c'est... Bon, les voyages sur la Lune, c'est pas mon sous-genre préféré, là. Surtout pas les sous-genres. Le voyage sur la Lune réaliste, c'était plus excitant avant qu'on aille sur la Lune que 50, 60 ans après, là, mais c'en est un bon. Ceci dit, comme j'ai évoqué tantôt, moi, je me suis dit, entre ce film-là... L'éthique du film, le message du film, la philosophie du film,
Je me suis dit, en le regardant, on n'est pas loin de Ayn Rand, là. C'est Atlas Shrugged, puis The Fountainhead, puis tout ça. Puis pour ceux qui ne le savent pas trop, moi je les ai pas lus, ces bouquins de Ayn Rand, mais en général, c'est des briques, ça dépend. C'est pas une Américaine, je crois, à l'origine. Je pense qu'elle vient de Russie, puis elle a fui le stalinisme, n'est-ce pas? Puis toute sa vie est consacrée à démontrer non seulement l'horreur, n'est-ce pas, du communisme, mais l'horreur de toute forme toute forme d'esprit d'entraide et maléfique, en fait. Puis non seulement ça, mais la seule vertu, d'après elle, qui existe essentiellement, c'est l'entreprise individuelle, puis il faut tout faire soi-même. Les gens qui réussissent, c'est parce qu'ils méritent, puis les gens qui échouent, c'est parce que c'est des Untermensch, essentiellement. La Terre appartient aux grands hommes ou aux grandes femmes, n'est-ce pas? Et les individus, Alexandre le Grand, ou ces barons de l'industrie qui met en scène. Puis quand ces gens-là se retirent de l'industrie, comme dans Atlas Shrugged, par exemple, ben c'est tout le temps la catastrophe pour la société. Puis les bureaucrates, dans ces histoires-là, c'est tout le temps des tyrans, mesquins, idiots, qui ne rêvent que de mettre des bâtons dans les roues pour le pur plaisir d'être désobligeants. Là. OK. Bon. Puis c'est ça, c'est pas une Américaine d'origine, mais elle doit sa carrière aux États-Unis. Okay? C'est aux États-Unis, à la base, qu'elle est considérée comme une grande penseuse et philosophe. Puis généralement, traditionnellement, elle a toujours été considérée comme une grande penseuse et philosophe par la droite, par la grosse droite, en fait. Parce qu'évidemment, il y a des courants là, de droite, là, mais par la droite, la droite, le genre de droite qui croit aux théories du complot, qui croit, c'est la John Birch Society dans les années 60. C'est ce courant-là de la droite. Bon. OK. Puis, c'est ça, la théorie du complot aujourd'hui, c'est une chose, là. OK. C'est un peu un descendant de ce courant-là, mais disons que c'est un courant qui n'est pas jugé, traditionnellement, qui n'était pas jugé comme mainstream. Okay. Il faisait partie là, de la grande famille de la droite, là, mais ce n'était pas le courant principal. Il l'est beaucoup plus aujourd'hui. Puis je vais y revenir à la toute fin, peut-être que je dirai quelque chose là-dessus. Mais ça pour dire que tout ce que je vais faire pour le reste de mon commentaire, c'est que je vais vous dire, OK, c'est quoi l'idéologie là-dedans? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est à droite? Puis, je vais mon plan présentement, c'est juste de lister juste de lire en gros qu'est-ce que j'ai identifié. Puis ensuite, je vais comparer avec la droite dans d'autres pays pour voir est-ce que c'est la même chose ou pas la même chose. Puis, c'est à peu près ça mon topo, parce qu'en fait, ça ne l'est pas. Puis c'est pour ça que j'en parle, entre autres aussi. Bon. Ben, OK, ben, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est de la droite? Je vais y aller rapidement parce que j'en ai déjà mentionné plusieurs détails. Là. Ben, c'est ça. Premièrement, c'est un portrait de la classe patricienne triomphante. OK? Donc, c'est ça. Dans le sens où les patrons, les grands propriétaires, si on veut, là, les riches et les savants forment le sommet de la hiérarchie sociale. Puis le spectacle qui nous est présenté dans le film, c'est ils triomphent parce qu'ils sont bons et supérieurs. C'est le spectacle de leur supériorité morale, intellectuelle et financière, mais financière parce qu'ils sont intellectuellement supérieurs, parce qu'ils sont plus courageux, parce qu'ils sont plus audacieux, toutes ces affaires-là. Puis c'est un peu le mythe fondateur du self-made man. C'est un courant, ça parle à quelque chose dans la psyché états-unienne, cette affaire-là. La classe patricienne domine et a raison de dominer. Ils ont tout le temps raison, ils font jamais d'erreur. Ils se trompent jamais, là, dans le film. Ils commettent aucune erreur. Les erreurs, c'est soit des saboteurs, soit la faute aux travailleurs. Bon. C'est ça. Le prolétaire, le travailleur est un imbécile
comprend rien, il se fait expliquer les affaires, mais il les comprend pas, puis tout le monde rit de lui, mais lui est content de faire rire de lui. Il fait régulièrement le pitre, là. Il fait des blagues non seulement il sait qu'il est ridicule, mais il est content d'être ridicule parce que ça fait rire les autres, OK? Puis il n'y a pas de complexe, là, c'est comme, ben oui, je le sais que je suis niaiseux. Bon. C'est ça, je mentionnais, moi, le regard, c'est ça, quand ses amis rient avec lui, là, ses amis, le patron et le savant, là, ben, quand ils rient avec lui, la face qu'ils font, ça ressemble beaucoup, moi, j'ai trouvé, à la face que Bela Lugosi fait quand il regarde Les Domestiques Noirs. Excusez de le dire, dans les années 30, là, dans Murder by Television, dont j'avais déjà parlé ici. Ben c'est ça, c'est essentiellement la même chose, là, OK? On a un inférieur hiérarchique, OK? Mais il est payé, ça fait que c'est correct, parce qu'il y a une transaction commerciale, c'est pas de l'esclavage, donc, tu sais, limite, c'est bon, là, on l'emploie, vous voyez bien, là, que tout va bien, là, il est payé pour faire sa job, il est content d'être là, puis non seulement il est content d'être là, mais on l'aime. Puis, tu sais, mais c'est vrai qu'il est ridicule, tu sais, puis c'est vrai qu'il est niaiseux, puis c'est vrai qu'il comprend jamais rien, mais regardez comme on est bon parce qu'on le regarde avec un sourire affectueux. C'est hyper condescendant, c'est hallucinant, là. OK? Puis c'est ça. Je pense que c'est un exercice intéressant de comparer dans Murder by Television, où c'est les patrons, c'est pas les patrons, c'est peu importe, OK? C'est les riches d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est cette classe sociale-là qui domine à ce moment-là, puis comment eux traitent leurs domestiques à ce moment-là. Noirs. Il y a un Japonais ou un Chinois aussi, là. Il y a un Asiatique, là. C'est l'autre domestique. C'est essentiellement la même chose, mais c'est ça. Comment est-ce que cette classe sociale-là dominante traite son inférieur hiérarchique, selon ce qui est mis en scène dans le film, puis comparer ça avec ce qu'on a ici, là-dedans, où c'est le même rapport de hiérarchie sociale, puis c'est la même histoire qui est racontée, où est-ce que ils sont drôles et niaiseux, mais ils sont bien d'être à leur place, ils sont contents d'être là, ils ne voudraient pas changer de place, puis on les regarde avec affection et sourire, parce qu'on est supérieur, puis on le sait, mais nous sommes tous des frères, parce que tout le monde connaît sa place. Ça a le mérite d'être clair. Fait que c'est ça, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, OK, bon, le rôle de l'industrie. C'est ça, l'industrie américaine est capable, c'est une citation, ça revient tout le temps. Le capitalisme et l'esprit d'exploration, c'est clairement associé là-dedans, là, l'innovation. Puis ça, vous aurez peut-être remarqué que c'est exactement le discours qu'on entend aujourd'hui, l'esprit d'innovation et le libre marché, c'est encore un élément de doctrine, c'est encore un élément de discours qu'on entend. T'sais, les commentateurs aux nouvelles vont dire ça essentiellement. Là. Okay? C'est ça, esprit d'entreprise. Là. Sur YouTube, on entend des gens dire ça, c'est pas aberrant. Donc, c'est ça, donc l'esprit d'innovation puis de capitalisme, on a ça là-dedans. Bon, mais ça fait partie du discours, de ce discours-là aux États-Unis. OK. On a ça là-dedans. Le gouvernement s'oppose toujours à l'initiative de l'industrie. OK. Je vais passer vite, mais pour tous ces points-là, il y a des tonnes d'affaires cruciales et fondamentales à dire, à mon avis. Toutes ces affaires-là sont hyper importantes, en fait. Okay? Mais je vais y aller rapidement. C'est ça, le gouvernement est esclave de l'opinion publique qui est ignorante et qui s'oppose à l'industrie et à la science par ignorance. Encore une fois, la foule ignorante qui s'oppose à la science et aux autorités, qui savent mieux que nous ce qui est bon, ben ça aussi, c'est un lieu commun qui revient hyper souvent à l'époque, puis ben, la foule ignorante qui ignore ce qui est bon pour elle parce que la science et les autorités le savent, ben, on entend ça de nos jours. Ça existe comme discours, hein? C'est ça, une gorgée à toutes les fois qu'on entend American Industry. C'est ça que j'ai noté. Ça vaudrait la peine de l'essayer. Si je le fais, je vous le dirai.
C'est ça, la guerre froide. Les Russes sont jamais nommés, mais il faut arriver en premier sur la Lune. Bon, c'est ça, les États-Unis prennent possession de la Lune pour le bien-être de toute la Terre, donc puis ils vont sur la Lune pour mettre des missiles. Fait que aller sur la Lune pour mettre des missiles, c'est pacifique. Parce que c'est les États-Unis qui le font, puis les États-Unis le font parce que c'est eux qui le font, c'est clairement pour le bien-être de la planète Terre au complet. OK. Ben, c'est ça. Les éléments d'idéologie que j'ai notés, c'est ça. Il y en aurait peut-être d'autres, là, mais bon. Fait qu'on reconnaît, moi, en tout cas, moi, j'ai l'impression vraiment très forte là, de reconnaître des éléments de trame narrative sociale, des bouts du discours public, là, des bouts d'intellectuels ou de gens, monsieur, madame, tout le monde, de monde sur YouTube ou à la TV ou dans des bouquins qui disent des affaires comme ça, OK? Puis qui se pensent pas toujours à droite, incidemment. Mais, OK, mettons qu'on serait en Italie. OK. Ben c'est ça, parce que, OK, la droite aux États-Unis, commençons par ça. Ben, parce que c'est un film américain. Ben, quand on pense l'opposition gauche-droite, okay, la droite, donc par opposition à la gauche, ben, la droite, c'est les républicains, en date d'aujourd'hui. Puis la gauche est représentée par les démocrates. Dans le discours américain, parce que moi, je trouve, vu de l'extérieur, ils sont pas à gauche ben. Mais ils ont mis en place un système de soins de santé, mais c'est ça. Barack Obama a mis en place un système de santé, fait qu'ils sont à gauche parce qu'il y a un programme de santé, mais c'est pas de la santé universelle et sociale. Ils ne pouvaient pas créer aux États-Unis un système de santé universel comme il y a au Canada, mais à bien d'autres places, là, c'est en France, là, où est-ce que c'est l'État qui paye essentiellement les soins de santé. Puis ils ne pouvaient pas parce que là-bas, c'est considéré comme socialiste et donc synonyme de communiste et donc synonyme de le mal décrit par Ayn Rand, là. Okay? Le mal absolu. Parce que, puis c'est des affaires qu'on a entendues, moi je l'ai vu, là, j'ai pas cité, là, j'ai pas noté de citation pour la vidéo d'aujourd'hui, mais quand il y a eu les débats pour le soi-disant Obamacare, qui est un système de santé où est-ce que tu continues de payer pour de l'assurance privée, c'est juste que tu es certain d'avoir de l'assurance privée qui va quand même te ruiner si tu tombes malade, incidemment. Là. C'est ça, parce que dans le système américain, essentiellement, aussitôt que tu tombes malade, t'es ruiné, là. OK? Ça coûte 3000 $, passer. J'ai un ami sa femme était enceinte, puis il restait à New York. Puis je pense que ça avait coûté 3000 $. Je sais pas si c'était pour l'accouchement ou si c'était pour juste passer le test, là. Mais, tu sais, calice, là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est dans le discours américain, c'est ça, quand ils ont fait dans le spectre gauche-droite, ben, le plus à gauche que tu peux être en termes de santé, de soins de santé collectifs aux États-Unis, c'est encore avoir de l'assurance privée qui te coûte les yeux de la tête. Mais c'est ça. Puis les républicains, je pense, à ce jour, continuent de décrier ça comme étant un affront à la liberté et à la dignité. Puis clairement, l'étape suivante, c'est le goulag, là. OK? Puis c'est des genres de propos qu'on entend régulièrement, dans les trucs les médias de droite. Fait que c'est ça, dans le spectre gauche-droite des États-Unis, ben c'est ça, les démocrates, c'est ça que c'est. OK, c'est bon. Mais c'est ça, pour les soins de santé, ils sont ce qui pourrait passer pour l'extrême droite à bien d'autres places, okay, dans bien d'autres pays. Mais traditionnellement, c'est ça, les démocrates, c'est le Parti des droits civiques, depuis Lyndon Johnson en particulier, des années 60. Et puis traditionnellement, c'est ça, les républicains, dans les années 60, 70, Reagan, certainement, c'était comme ça, puis aller jusqu'à très récemment, certainement, c'est le parti du racisme à peine voilé, là. C'est pratique, c'est à mots couverts, c'est ça.
Il s'adresse à des gens du Sud qui haïssent les Noirs. OK. Bon. Puis... mais ça commence à être les genres de sujets où est-ce que, même si clairement, ils ont tort, là, les gens du Sud, c'est quand même plus compliqué que ça a l'air, cette question-là. Parce que les gens du Sud, ils ont perdu la guerre de sécession. C'est une guerre civile. Puis, ils ont perdu. Puis leur mode de vie, qui dépendait beaucoup de l'esclavage, puis c'est mal, là. OK, on est d'accord, là, mais les États-Unis du Nord ont vaincu les États-Unis du Sud, puis il y avait clairement deux groupes culturels. Ils n'ont pas le même accent, ils n'ont pas les mêmes... Les cadres culturels sont différents, puis les gens du Sud le disent, là. Ils en parlent dans ces termes-là. Puis les gens du Nord en parlent comme étant, non, essentiellement, nous formons un tout, etc., une union, etc. Bon... Mais, bon, c'est compliqué, mais dans le racisme du Sud, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une partie du ressentiment de la gang qui a perdu? OK. Puis est-ce qu'il est possible que dans une guerre, le gagnant n'ait pas moralement raison sur 100% de tout? Est-ce qu'il est possible que dans une guerre civile, les deux côtés aient des affaires à se reprocher, mettons? Puis est-ce qu'il est possible que si un des deux côtés refuse systématiquement de dire qu'il est possible qu'il incarne autre chose que la vertu absolue, bien, est-ce qu'il est complètement extravagant de présumer que un des côtés ressent du ressentiment pour cette raison-là? OK? Fait que c'est ça, dans le discours public américain, dans l'imaginaire collectif américain, dans les films, puis du coup, dans notre imaginaire à nous, quand on pense à un gros cave ignorant, imbécile et raciste, la première idée qui nous vient en tête, c'est un redneck. Ben, c'est qui ce monde-là? OK. C'est un gros colon qui fait « Yeah! » tu sais. C'est le monde du Sud, là. OK? Tu sais, c'est synonyme, là. Donc, puis... Ça fait que, ouais, OK, mais c'est ça, la gauche est antiraciste, puis la droite est raciste. Dans le discours états-unien. Mais c'est ça, si on commence, là, je vais couper ce cours parce que je pourrais parler pendant 3 heures de ça, puis, mais il y a quelque chose de crucial là-dedans parce que l'antiracisme est tellement important dans le discours que le pouvoir raconte par rapport à lui-même. Il y a des annonces antiracistes partout, tout le temps. Fait qu'on a bien beau dire que le racisme, c'est mal, ça fait qu'on est d'accord avec les annonces, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont... Est-ce que c'est pour ça qu'ils mettent des annonces? Est-ce que c'est pour amour de la vertu, là, que l'État met un discours, met des campagnes publicitaires? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il veut vraiment améliorer moralement le point de vue de la collectivité humaine? Est-ce que c'est plausible de présumer que c'est pour ça qu'il le fait? Bon, mais c'est ça, gauche-droite aux États-Unis, c'est ça, la droite, en principe, les républicains, ils parlent tout le temps de liberté. Okay? Puis liberté par opposition aux bureaucrates. Parce qu'on a ça là-dedans. Mais jusqu'à un certain point, tout le monde parle de ça. Tu sais, Bill Clinton, quand il faisait ses discours à l'époque, c'était toujours la démocratie et le libre marché. Puis quand il va dans les autres pays, il fait des discours, démocratie, libre marché, démocratie, libre marché. Free market economy. Puis c'est ça. Puis on remarquera que tu l'acceptes ou l'armée te rentre dedans. Si on est bien, soyons sérieux. Là. Okay. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui veulent pas? Bon, peu importe. Là. OK? Ça fait que... où la liberté là-dedans? Là, c'est libre parce que c'est le... Bon, je vais arrêter là, je me choquerais. Mais est-ce que ça vous apparaît complètement 100% de bonne foi, ce discours-là de gauche puis de droite états-unienne? OK. Est-ce que... Bon. Puis c'est ça, comparons avec... c'est ça, là, bon, j'avais mentionné l'Italie tantôt. Ben, en Italie, dans les années 70, par exemple, ben, la gauche, c'était les communistes. OK? Carrément, là, communistes. OK? Puis la droite, c'était essentiellement les fascistes. Pasolini,
OK? Il a été assassiné. Soi-disant, il y a une affaire d'amant gay ou quelque chose comme ça, là. Mais moi, ce que j'avais vu, il y a une théorie, on va dire du complot, mais il y a des bonnes raisons de croire, OK, qu'il a été assassiné par des fascistes, en fait. Dans les années 70, là, Pier Paolo Pasolini. OK? Bon, tu sais, puis, tu sais, j'avais vu un documentaire sur le cinéma italien des années 70, les films policiers en particulier. Il y en a des centaines et des centaines. Puis tous ces films-là ont une sensibilité. Bon, ces films-là, des fois, c'est hyper réac, là, mais une énorme partie de ces films-là, les films avec Thomas Milian, je pense qu'il donnait un exemple, c'est ouvertement, essentiellement révolutionnaire. Là, okay? Ça a un point de vue communiste, là, pas anarchiste, là, communiste, okay? Avec les genres de... C'est ça, il y a des cadres de référence communs à cette tradition-là, si on veut, intellectuelle. Okay? Ce type de discours-là. Bon. Je vais très rapidement, là, mais vous voyez le genre un peu. L'opposition, en Italie, ça serait entre communiste et fasciste. OK? Bon, ben, il n'y en a pas de communistes là, dans le film américain. Fait que clairement, la gauche puis la droite ne veut pas dire tout à fait la même chose en Italie puis aux États-Unis. OK? C'est ça. Puis en France, en France, c'est, à l'origine, la gauche puis la droite, ça vient de France. La raison pour laquelle on parle de gauche puis de droite, c'est à cause de l'histoire de France. Parce que, j'ai regardé rapidement, là, mais essentiellement, bon, ça date du début de la Révolution française, quelque chose comme ça, mais ça se met vraiment en place apparemment au moment de la Restauration, là, après Napoléon, donc 1814-1815, puis quand les Bourbons reviennent sur le trône, puis il y a un Parlement, puis ils décident, dans le cadre du Parlement, est-ce qu'ils vont... il y a ceux qui vont être pour le roi, puis ceux qui vont être contre le roi. Les monarchistes, puis les anti-monarchistes, en gros. Ben, je vous laisse deviner où est-ce qu'ils sont assis. Ceux qui sont pour le pouvoir royal, monarchique, sont à droite. Puis ceux qui sont pour le peuple, OK, mais pour la bourgeoisie, peu importe, là, qui sont contre le pouvoir monarchique absolu, sont à gauche. Fait que pourquoi est-ce qu'on dit la gauche puis la droite? Pour ça. C'est de là que ça vient. OK? Bon. Fait que, mais c'est ça, ce qu'on voit là, bon, c'est ça. À ce jour, aujourd'hui, là, OK, en 2023, il y en a encore des monarchistes en France. Il y a genre plus qu'un... Je n'ai pas regardé, mais moi, j'ai resté en France pendant un bout de temps, une vingtaine d'années, là. Il y avait plus qu'un parti monarchiste, là. Puis il était invité aux nouvelles. Bon, il était traité comme des farfelus, là. OK, ils sont vraiment minoritaires, mais ils sont là. Ils existent. C'est peut-être 1% du vote, quelque chose comme ça, mais ils font partie du spectre politique, là, de la vie politique en France. Là. Bon. Puis c'est ça, ils sont à droite, OK? Mais ils sont pas toujours... Mais c'est ça, c'est pas... Mais à droite aussi, qu'est-ce que tu as? Bon, le Front National, OK? Puis ça, en Amérique du Nord, Front National, ils sont racistes, ils sont contre l'immigration, ça fait que tu te dis, clairement, c'est de l'extrême droite. Puis c'est vrai, OK? Mais c'est aussi conforme à l'image de l'extrême droite qui est véhiculée en Amérique du Nord. OK? Je dis pas que c'est pas vrai, mais je dis que on le voit tout de suite en Amérique du Nord parce que quand on parle d'extrême droite ici, c'est comme ça qu'on en parle. Hitler, l'extrême droite nationaliste, c'est ça. Donc, nationaliste, donc raciste. OK? Puis, c'est ça. Je vais arrêter là, en fait, là, parce que si je continue, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais quand on commence à regarder, c'est ça... bon, OK, oui, nationaliste, c'est toujours à droite. Puis c'est toujours à droite, on le sait, parce que Hitler est à droite, puis c'est un nationaliste, puis il est raciste, puis il est contre l'immigration, évidemment. Non, mais ça, c'est le Front National. Le Front National est contre l'immigration, puis ils sont racistes, sont à droite. Puis clairement, c'est le mal absolu, parce que, bon, puis ouais, le Front National, c'est essentiellement des gros caves, si on veut, OK, mais bon, je sais pas, tu sais, mais en fait... Ça serait fascinant. Okay, parce que quand j'ai, encore une fois, quand j'étais à l'université, là, c'est vrai que je vais finir là-dessus, mais il y avait un département moi, j'étais à Lyon 2, l'Université Lumière Lyon 2,
puis de l'autre côté de la rue, il y avait l'Université Lumière Lyon 3. Puis avant, c'était la même université, puis quand il y a eu mai 68, événement révolutionnaire, essentiellement, en France, ben c'est ça, l'université s'est scindée en deux. L'université de gauche, Lyon 2, puis l'université de droite, Lyon 3. Puis quand moi j'étais là, c'est-à-dire fin 90, c'était comme ça qu'on en parlait. C'était perçu comme ça. Mais clairement, il y avait des gens de gauche puis des gens de droite des deux côtés. Mais grosso modo, Lyon 3, c'était l'université de droite, puis Lyon 2, c'était l'université de gauche. Puis dans le vocabulaire courant de tous les jours, c'était perçu comme ça. Dans mon souvenir, c'est ça en tout cas. OK. Puis on est allé une fois, ma gang... à un party de Lyon 3, on est allé une fois, voilà. Il y avait vraiment un clivage là, culturel entre les deux. Okay. C'est ça, la gauche puis la droite vivent dans deux cultures qui ont l'air d'être distinctes, en fait. Là. À beaucoup de points de vue, c'est deux cultures complètement distinctes, comme mes intégristes religieux dont je parlais en introduction. Bon, mais c'est ça, à Lyon 3, il y avait l'Institut des langues indo-européennes. Puis c'est un sujet, moi, je trouve qui est absolument fascinant et crucial, les études indo-européennes, Georges Dumézil, bon, c'est sur les fondements des langues, la plupart des langues occidentales, donc les langues indo-européennes, puis ce qu'on peut comprendre anthropologiquement, sociologiquement, de comment ces sociétés-là sont fonctionnées, sont organisées, selon ce qu'on peut comprendre de ce que leur langage était quand on le reconstruit, essentiellement. Bon. On peut, c'est ça. On peut deviner à quoi leur société ressemblait à cause du vocabulaire qu'ils avaient, etc., etc. C'est super intéressant. C'est riche là, d'informations hyper utiles. Puis, bon. Mais Institut indo-européenne, c'était le repère de l'extrême droite intellectuelle. Okay. Il y avait un gars du Front national qui venait d'être élu à Lyon à l'époque, un des représentants là, municipaux, c'est ça. Puis ça avait fait scandale, puis ça arrivait pendant que j'étais là, puis c'était un gars de l'Institut des langues indo-européennes. Okay. Ben, c'est pas des imbéciles. Mais c'est ça. Ils sont au moins assez intelligents pour étudier ce sujet-là, qui demande une rigueur, qui demande un minimum d'études à toujours bien. OK? Mais bon. Fait que pourquoi est-ce qu'il y avait plus de monde d'extrême droite là-dedans, de monde du Front national? Bon, mais ça en est c'est un sujet... C'est le genre de questions qui sont intéressantes de se poser et qui pourrait nous... c'est une bonne manière de se poser les questions, moi, j'ai l'impression. Mais parce que ils ont clairement plutôt tort, d'après moi, sur la plupart des choses, mais ici, c'est ça. C'est fascinant, là, comme question. Moi, je trouve, en tout cas. Bon, mais... Pourquoi j'ai fait mon portrait de la droite puis la gauche dans différents pays? Parce que quand on pense à la droite puis la gauche, essentiellement, c'est la version... c'est pas les communistes puis les fascistes qu'on voit. Les communistes ne sont pas présentés comme la vertu, comme les progressistes. Ça n'arrive jamais dans notre imaginaire. Dans les films américains, en tout cas, on n'en voit pas, justement. Puis c'est ça, quand on pense gauche puis droite, on pense généralement pas ici les deux côtés de la cour. La première idée qui nous vient en tête, c'est pas où est-ce qu'il se positionne en fonction du roi. Quand on pense droite ici, on pense pas à des monarchistes. À quoi est-ce qu'on pense? Bon, on pense à la manière dont les Américains en pensent. Ils pensent à ça. Ils pensent. C'est ça. Puis, il est là mon point. Il est... pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que par défaut, c'est pas les inventeurs de la gauche puis la droite qui ont dicté... C'est ça. Pourquoi est-ce que, si ça vient de France, pourquoi est-ce qu'on pense pas tout à la gauche puis la droite en fonction de comment les Français, à l'origine, ont pensé à ça? Okay. Ben, maudite bonne question. À votre avis, c'est pourquoi? C'est ça.
Ben, c'est peut-être parce que c'est pas leur discours qui domine. C'est pas leur discours qu'on entend à la journée longue. C'est le discours... Ben, c'est ça. C'est lequel? Puis, j'ai reçu dans ma boîte de courriel aujourd'hui, là, je finis là-dessus. Puis après, je fais ma recommandation rapide, puis après ça, bon. J'ai reçu dans ma boîte courriel aujourd'hui, je suis abonné à la liste d'envoi des éditions Les Belles Lettres, le Budé. Puis, c'est très, 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 très prestigieux, là, tu sais. Puis, ils sont très connus parce qu'ils publient, ils ont toute une collection d'antiquités, donc... faire mon snob, là, mais tu sais, OK, ça c'est quoi? Cicéron en latin. Bon, ben ça, c'est les belles lettres. C'est ça, les auteurs latins, généralement, ce qu'on publié là-dedans, c'est des éditions bilingues. OK. Je suis encore en train d'apprendre le latin, là, je ne les lis pas dans le texte pour l'instant, mais tu sais, c'est eux autres qui font ces livres-là, là, OK? Puis, même chose pour le grec. Là. Si vous voulez lire une édition bilingue, Homère, français, grec ancien, là, ben, c'est l'édition Budé probablement que vous allez ramasser. Là. C'est celle-là. OK, bon. Mais ils ont des textes médiévaux, etc., etc. Puis il y a une section philosophie. Puis aujourd'hui, c'est ça, dans ma boîte courriel, dans leur liste d'envoi, ils ont annoncé dans les belles lettres, dans leur section philosophie, qu'ils avaient annoncé, ou en tout cas, ils publient le premier roman de Ayn Rand, grande penseuse anti-stalinienne. Puis j'ai fait, ah ouais, OK. C'est ça. Quand on baigne dans des idées, à la journée longue, ces idées-là deviennent habituelles, deviennent normales, puis deviennent notre cadre de référence. C'est ça. Puis, si la plupart des idées qu'on reçoit à la journée longue viennent, mettons, d'un pays, là, comme les États-Unis, ben c'est le cadre de référence, ça devient celui-là. D'après moi. Voilà. Recommandation de Time Machine de 1960 parce que c'est un George Pal. Puis je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que j'en ai parlé quand j'ai parlé du film, mais du livre, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça, c'est super bon, c'est très proche du roman. Puis c'est ça, le roman de La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Ben c'est ça, H.G. Wells, c'est un Britannique, puis c'est un socialiste, justement. Puis il y a plutôt, tu sais, comme dans la guerre des mondes, il y a plutôt apparemment un point de vue, c'est plus ou moins une dénonciation du colonialisme britannique, en fait, là. Apparemment, je ne l'ai pas lu encore, ça a l'air super bon. Mais The Time Machine, c'est sur les classes sociales, en fait, en Angleterre. C'est sur justement les propriétaires, les riches propriétaires et les travailleurs. Puis c'est ça, c'est ça. Puis le personnage se ramasse 800 000 ans dans le futur, puis ce qu'il constate, c'est que l'être humain a dévolué essentiellement en deux races qui ne sont plus des êtres humains. Il y a les Élois et les Morlocks. Et puis il y en a un qui est le descendant de la classe dominante, les aristocrates, là, puis les propriétaires. Puis l'autre qui sont les travailleurs. Okay? Puis il part avec ça. Puis c'est super cool, c'est super bon, tu sais. Puis il y a encore une fois ce climat de candeur-là. Donc, tu sais, puis ouais, c'est un récit anglo-américain, mais qui présente l'autre point de vue, un autre point de vue. Fait quoi, c'est ça. Puis c'est juste un super bon film, The Time Machine. Honnêtement, c'est ça, peut-être que j'avais le bon âge quand je l'ai vu, là, mais c'est vraiment charmant. Puis c'est beau, c'est bien fait. Ça fait quoi? Puis George Pal, c'est quasiment tout le temps comme ça. Donc voilà. Destination Moon, pourquoi c'est bon? C'est bon parce que c'est extrêmement candide, puis parce que c'est un portrait réaliste. Ça veut un portrait
réaliste essentiellement d'exploration spatiale, mais surtout, comme j'ai mentionné, parce que, c'est ça, pour son extrême candeur.